Je m'appelle Dudley, j'ai 34 ans, et ma relation avec mes parents a toujours été compliquée. Ils mesuraient l'amour en signes de dollars et en statut social, pas en câlin ou en soutien. Quand je me suis marié avec l'amour de ma vie, ils n'ont pas daigné se montrer. Mais au moment où une photo de ma Tesla à 140 000 $ est apparue sur Facebook, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Sa voix était douce comme du sucre. D'où as-tu eu tout cet argent? Nous avons une réunion de famille demain. Ils ne se doutaient pas que j'avais un plan surprise qui les attendait. Avant que je vous raconte comment j'ai géré l'intérêt soudain de mes parents pour ma vie, faites-moi savoir d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille qui ne vous apprécient que pour ce que vous avez, et non pour ce que vous êtes. Ayant grandi à Highland Park, une banlieue aisée au nord de Chicago, mon enfance semblait parfaite sur le papier. Notre maison coloniale de 4 chambres avec sa pelouse entretenue et son garage pour 3 voitures faisait l'envie de beaucoup. Mon père, Richard, était un avocat d'affaires qui représentait de grandes entreprises pharmaceutiques, tandis que ma mère, Hélène, vendait des biens immobiliers de luxe aux nouveaux riches de Chicago. Il conduisait les bonnes voitures, portait les bons vêtements et s'assurait que nous passions nos vacances aux bons endroits. Mais derrière notre porte d'entrée, la vie tournait autour d'une autre monnaie, la réussite et le statut. Les conversations au dîner étaient centrées sur le dernier grand client de mon père ou sur la vente record de ma mère. Leur visage s'illuminait en discutant de ses victoires, mais le même enthousiasme n'apparaissait jamais lorsque je leur montrais mes œuvres d'art ou que je parlais des livres que je lisais. Le garçon Anderson vient d'être accepté à Princeton, disait ma mère nonchalamment au petit déjeuner, ses yeux fixés sur moi plutôt que sur son café. Et il pratique 3 sports. Les universités recherchent des étudiants complets, Dudley. La comparaison n'était jamais subtile. Mon père était plus direct. L'art est un passe-temps, pas une carrière, m'a-t-il dit quand j'avais 12 ans et que je lui ai montré une peinture que mon professeur avait louée. À moins que tu ne sois Picasso, et crois-moi, tu n'es pas Picasso. Il a ri et m'a ébouriffé les cheveux comme s'il avait dit quelque chose de encourageant plutôt que d'écrasant. Noël et les anniversaires étaient particulièrement révélateurs. Mes parents offraient des cadeaux généreux, mais c'était toujours des choses qu'ils voulaient que j'aie. Des vêtements de grandes écoles, du matériel de tennis, des livres de préparation au SAT. Quand j'ai déballé un kit de chimie au lieu des fournitures d'art que j'avais demandé pour mon 13e anniversaire, j'ai appris à cacher ma déception. Cela t'aidera à entrer dans une bonne université, a expliqué ma mère, prenant mon silence pour de la gratitude. La science est l'avenir. Ma sœur cadette, Amanda, s'en sortait mieux dans cet environnement. De 3 ans ma cadette, elle comprenait intuitivement la monnaie familiale et l'échangeait avec expertise. Elle a rejoint le club de débat, a joué au tennis et a ramené des bulletins parfaits. Ses réussites lui valaient des sourires chaleureux et des éloges à table, tandis que mes notes supérieures à la moyenne et mon exceptionnel portfolio d'art ne suscitaient que des regards inquiets. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu un refrain que j'entendais régulièrement au lycée. Nous vivions dans un cercle social où les familles se faisaient concurrence à travers leurs enfants. Le fils des Miller a obtenu un score parfait au SAT. La fille des Johnson était présidente de classe et se dirigeait vers Yale. Chaque réussite de l'enfant de quelqu'un d'autre me semblait être une mise en accusation de ma propre inadéquation aux yeux de mes parents. Ma chambre est devenue mon sanctuaire. Là, je pouvais créer de l'art sans jugement, écouter de la musique que mes parents jugeaient dépourvue de sophistication, et rêver d'un avenir où je définirais le succès selon mes propres termes. J'ai couvert mes murs d'estampes d'œuvres de Basquiat, Warhol et Koons, des artistes qui ont brisé les règles et défini de nouveaux langages visuels. Mes parents n'entraient jamais dans ma chambre sans frapper, donc ce petit acte de rébellion est passé largement inaperçu. L'été avant ma dernière année, j'ai décroché un stage dans un studio de design graphique local. Je ne l'ai pas dit à mes parents avant de l'avoir accepté, sachant qu'ils désapprouveraient et me pousseraient vers quelque chose de plus pratique, comme un cabinet d'avocat ou une banque. Quand j'ai finalement annoncé la nouvelle, la réponse de mon père a été prévisible. C'est bien pour l'été, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Mais souviens-toi, tu auras besoin de vrais stages pour ton CV l'année prochaine. Par vrai, il entendait la finance, le droit, la médecine, ou tout ce qui était assorti d'un revenu fiable à 6 chiffres. J'ai hoché la tête et n'ai rien dit, ayant appris depuis longtemps que discuter ne faisait que prolonger ces conversations inconfortables. Nous assistions à des galas de charité et à des événements de country club où mes parents nous exhibaient, Amanda et moi, comme des extensions de leur succès. Dudley envisage des études de droit, disait ma mère à ses amis, bien que je n'ai exprimé aucun intérêt de ce genre.
Je suis devenu expert en sourires polis et en réponses vagues sur mon avenir. Nos photos de famille racontaient une histoire de perfection, tenues coordonnées, sourires éclatants, clichés de vacances de Martha S. Vignard à Aspen. Ce qu'elle ne montrait pas, c'étaient les disputes avant chaque photo sur mes cheveux trop longs ou ma posture qui ne dégageait pas assez de confiance. Elle ne capturait pas le murmure de ma mère, « Tiens-toi droit », ou le « Souris comme si tu le pensais, fiston » de mon père. J'avais le confort matériel mais la pauvreté émotionnelle. Mes parents me fournissaient tout ce dont j'avais besoin, sauf la seule chose que je voulais vraiment, l'acceptation pour qui j'étais réellement. Ils aimaient l'idée de moi, le potentiel de moi, mais pas la réalité de moi. À 18 ans, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse partir à l'université et commencer à construire une vie authentique. Lorsque les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées, au printemps de ma dernière année, la tension qui couvait sous la surface polie de notre famille a finalement explosé. J'avais postulé à plusieurs écoles de commerce, comme le voulaient mes parents, mais aussi à 3 écoles d'art, dont la prestigieuse Rhode Island School of Design. Lorsque la lettre d'acceptation de la RISD est arrivée, j'ai ressenti un frisson de validation que je ressentais rarement à la maison. Je suis entré à la RISD, ai-je annoncé au dîner ce soir-là, incapable de cacher mon excitation. L'une des meilleures écoles d'art du pays. Mes parents ont échangé un regard que j'avais vu d'innombrables fois auparavant. La déception, mal déguisée en inquiétude. C'est intéressant, a dit lentement mon père. Mais tu as aussi été accepté au programme de commerce de Northwestern. C'est là que tu iras, bien sûr. Ce n'était pas une question. Ça ne l'avait jamais été. Je vais à la RISD, ai-je répondu, me surprenant moi-même par ma fermeté. J'ai déjà accepté leur offre. Ce qui a suivi a été 3 semaines de guerre froide dans notre maison. Mon père a menacé de retenir les frais de scolarité à moins que je ne revienne à la raison. Ma mère a essayé une approche plus douce, laissant des brochures sur les artistes affamés et des statistiques sur le succès des écoles de commerce sur mon lit. Amanda a regardé depuis la touche, ses yeux grands ouverts d'un mélange d'horreur et d'admiration devant ma défiance. Finalement, mes parents ont réalisé que je ne céderais pas. Mon père m'a appelé dans son bureau un soir de fin avril. On paiera la moitié, a-t-il dit sans préambule. La moitié de tes frais de scolarité. Le reste est à ta charge. Peut-être que travailler pour payer ce choix t'apprendra quelque chose sur le monde réel. C'était censé être une punition, mais alors que je faisais mes valises pour Providence en août, cela me semblait être la liberté. La RISD était tout ce que j'avais espéré et plus encore, plus difficile que je ne l'avais imaginé. Tandis que mes camarades de classe se plaignaient des critiques et des délais, je m'épanouissais sous la pression des professeurs qui me poussaient créativement plutôt que d'essayer de réorienter mes passions. Pour la première fois, mes capacités naturelles étaient des atouts, pas des handicaps. Pour couvrir ma part des frais de scolarité et de subsistance, je travaillais 20 heures par semaine dans un café près du campus et prenais des contrats de design en freelance dès que je pouvais en trouver. Certaines nuits, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, jonglant entre les projets rémunérés et les devoirs scolaires. J'ai appris à survivre avec des ramen et du café, portant des vêtements de friperie pendant que mes camarades de classe arboraient des marques de créateurs. Pendant ma 2e année, j'ai rencontré le professeur Jackson, un instructeur de design graphique qui allait devenir mon mentor. Après un cours, il m'a retenu pour discuter de mon portfolio. « Vous avez une perspective unique, Dudley » a-t-il dit en feuilletant mon travail. « Mais vous jouez la sécurité. Je veux vous voir prendre de plus grands risques. » Contrairement aux critiques de mes parents, les siennes me semblaient constructives plutôt que diminuantes. Au cours des années suivantes, le professeur Jackson m'a poussé à développer ma voix tout en m'enseignant le côté commercial du design. Il m'a aidé à obtenir des contrats en freelance mieux rémunérés et m'a présenté à ses contacts dans l'industrie. Le talent ne signifie rien sans le travail acharné, me disait-il souvent. Et vous avez les deux. En 3e année, je gagnais assez avec mon travail de designer pour quitter le café. J'ai constitué une modeste liste de clients et j'ai économisé chaque centime que je pouvais. Mes parents appelaient tous les mois. Leur conversation se concentrait sur les notes et sur le fait que je sois pratique quant à mon avenir. Je gardais ces appels brefs et ne mentionnais jamais mon succès grandissant en tant que designer. Pendant les vacances d'hiver de ma dernière année, j'ai décliné le voyage au temps partagé de mes parents à Vail, choisissant de rester à Providence et de travailler sur mon portfolio final. Cette décision a creusé le fossé grandissant entre nous. Mais elle a également abouti à mon premier client majeur,
une brasserie locale qui avait besoin d'un rebranding. Le projet a rapporté $6 000, plus d'argent que je n'en avais jamais vu d'un seul coup. Quand j'ai obtenu mon diplôme, mes parents ont assisté à la cérémonie, leurs expressions un mélange de résignation et de confusion alors qu'ils me regardaient recevoir les honneurs du département. Au dîner après, mon père m'a demandé quel était mon plan de secours. « C'est ça le plan », lui ai-je dit. « J'ai déjà des clients et des projets en attente. » Il a hoché la tête et a changé de sujet pour parler du programme de pré-médecine d'Amanda. Mon diplôme en main et un portfolio grandissant, j'ai pris une autre décision qui a déconcerté mes parents. Au lieu de retourner à Chicago ou de me diriger vers New York, comme beaucoup de mes camarades de classe, j'ai déménagé à Seattle. Le boom technologique créait des opportunités pour les designers, et la distance avec ma famille me semblait nécessaire pour ma croissance continue. Mon premier appartement à Seattle était un studio à peine assez grand pour un lit et un bureau. J'ai imprimé des cartes de visite et j'ai créé un site web, lançant officiellement Dudley Design Studio. Les 6 premiers mois ont été maigres et difficiles. J'ai pris tous les projets que je pouvais trouver, des invitations de mariage aux conceptions de logos pour des startups qui payaient en promesses plutôt qu'en espèces. Il y a eu des nuits où j'ai remis en question mes choix, regardant mon compte en banque qui diminuait et me demandant si mes parents avaient eu raison depuis le début. Mais progressivement, grâce au bouche-à-oreille et à un réseautage persistant, de meilleurs projets sont arrivés. Une petite entreprise de logiciels m'a engagé pour redessiner leur interface utilisateur. Un restaurant local a commandé des conceptions de menus et du matériel de branding. Chaque projet réussit à mener à des recommandations et à de plus grandes opportunités. À la fin de ma première année à Seattle, j'avais déménagé dans un appartement plus grand et engagé un assistant à temps partiel. À la fin de ma deuxième année, j'avais un véritable espace de bureau et je refusais plus de projets que j'en acceptais. J'ai développé un style distinctif qui mélangeait le minimalisme numérique avec des éléments dessinés à la main, une approche qui plaisait particulièrement aux entreprises technologiques voulant paraître plus humaines et accessibles. Mes parents sont restés sceptiques quant à mon choix de carrière malgré les preuves de mon succès. Quand j'ai mentionné un contrat majeur avec une marque technologique reconnaissable lors d'un appel téléphonique, ma mère a répondu en me parlant du fils d'un ami de la famille qui venait d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat. J'ai appris à partager de moins en moins ma vie professionnelle avec eux. Après 3 ans à Seattle, Dudley Design Studio était devenu une agence boutique avec 6 employés et une liste de clients impressionnants. Je m'étais prouvé que je pouvais réussir selon mes propres termes. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que je définissais toujours le succès à travers le prisme de mes parents, mesurant ma valeur par la réussite et les jalons financiers plutôt que par l'épanouissement personnel. Il faudrait rencontrer Sarah pour m'aider à comprendre la différence. J'ai rencontré Sarah un soir pluvieux d'octobre lors d'une vente aux enchères d'art caritative au profit de l'hôpital pour enfants de Seattle. Mon entreprise avait fait don de services de design, et j'y assistais plus par obligation que par intérêt. De l'autre côté de la galerie, j'ai remarqué une femme aux cheveux auburn examinant l'un des tableaux avec une intensité inhabituelle. Tandis que les autres participants circulaient avec des flûtes de champagne, réseautant et jetant un coup d'œil aux œuvres d'art, elle se tenait complètement absorbée par une grande toile abstraite. Curieux, je me suis approché et je me suis tenu à côté d'elle. « Qui voyez-vous » ai-je demandé après un moment. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui a atteint ses yeux. « L'espoir » a-t-elle dit simplement. Cela me rappelle un lever de soleil à travers une fenêtre d'hôpital. C'était une interprétation étrangement spécifique, et je le lui ai dit. « Je suis infirmière pédiatrique » a-t-elle expliqué. « J'ai vu beaucoup de levers de soleil à travers des fenêtres d'hôpital. Ils apportent toujours la promesse d'un nouveau jour, même dans des circonstances difficiles. » C'était Sarah, trouvant la beauté et le sens dans des endroits où la plupart des gens ne penseraient pas à regarder. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là, ignorant la vente aux enchères jusqu'à ce qu'ils éteignent pratiquement les lumières autour de nous. Elle m'a parlé de son enfance dans une petite ville de l'Oregon, la cadette de 5 frères et sœurs avec des parents qui tenaient une librairie et encourageaient l'imagination par-dessus tout. Son enfance ressemblait à quelque chose sorti d'un roman. Des discussions au dîner en famille sur les livres qu'il lisait, des voyages de camping le week-end, et des traditions de vacances qui n'avaient rien à voir avec le fait d'impressionner les voisins. Mon père nous a construit une cabane dans les arbres quand j'avais 7 ans, m'a-t-elle dit autour d'un café lors de notre 3e rendez-vous. Rien d'extraordinaire, juste des planches et des clous, mais nous pensions que c'était un palais. Nous avons passé des étés entiers là-haut à lire et à inventer des histoires. Je me suis surpris à lui parler de ma propre enfance, quelque chose que je discutais rarement avec qui que ce soit.
Plutôt que d'offrir de la pitié ou du jugement, elle a écouté avec une curiosité sincère. Ce doivent être des gens très motivés, a-t-elle dit de mes parents, trouvant une interprétation généreuse que je n'avais jamais envisagée. On dirait qu'ils assimilent le succès financier à la sécurité et à l'amour. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, ai-je admis. Sortir avec Sarah était différent de toutes les relations que j'avais connues auparavant. Elle abordait la vie avec une ouverture et une authenticité qui étaient à la fois rafraîchissantes et initialement inconfortables pour quelqu'un élevé dans l'atmosphère de performance constante de ma famille. Quand je venais la chercher pour dîner directement après son service à l'hôpital, elle ne s'excusait jamais pour sa blouse ou ses yeux fatigués. Quand je lui montrais les premières versions de projets de design, elle donnait des commentaires honnêtes sans se soucier que cela puisse me contrarier. Ma famille croit qu'il faut dire ce que l'on pense, a-t-elle expliqué lorsque j'ai commenté sa franchise. Sinon, comment les gens sauront-ils où ils en sont avec vous? La famille de Sarah était aussi chaleureuse en réalité qu'elle le semblait dans ses histoires. 6 mois après le début de notre relation, nous nous sommes envolés pour l'Oregon pour la remise de diplôme de son plus jeune frère. Ses parents, Jacques et Margaret, m'ont accueilli avec un intérêt sincère plutôt qu'avec l'examen minutieux auquel j'étais habitué. Ils m'ont posé des questions sur mon travail parce qu'ils voulaient comprendre ma passion, pas pour évaluer mon potentiel de revenus. Pendant ce week-end, j'ai été témoin de dynamiques familiales si différentes des miennes qu'elles semblaient presque fictives. Les frères et sœurs se taquinaient, mais intervenaient instantanément si l'un d'eux avait besoin d'aide. Les réussites étaient célébrées, mais les efforts et les gentillesses aussi. Personne ne tenait les comptes ni ne faisait de comparaison. Tu as l'air surpris, a commenté Sarah après le dîner de notre première soirée là-bas, lorsque sa famille avait passé 1 heure à aider son frère à planifier son voyage en sac à dos pendant son année sabbatique. Quelque chose que mes parents auraient considéré comme un détour inutile. Je le suis, ai-je admis. Ils veulent vraiment qu'il explore et se trouve. Mes parents verraient ça comme un échec à démarrer. La relation de Sarah avec sa famille m'a montré ce que j'avais manqué en grandissant et a aidé à guérir des blessures que je n'avais pas entièrement reconnues. À travers ses yeux, j'ai commencé à voir que l'approbation conditionnelle de mes parents était leur limitation, pas la mienne. Après 1 an ensemble, nous avons décidé d'emménager dans un charmant bungalow de style artisan dans le quartier de Queen Anne à Seattle. Il avait besoin de travaux, mais nous avons passé les week-ends à peindre les murs et à refaire les parquets, le transformant en un foyer qui nous ressemblait à tous les deux. Sarah l'a rempli de livres et de plantes tandis que je créais des murs de galerie avec des œuvres d'artistes locaux que nous admirions. C'est le premier endroit qui m'a vraiment semblé être chez moi, lui ai-je dit un soir alors que nous étions assis sur notre balançoire de Porsche. Elle m'a regardé avec ses yeux perspicaces qui lui sont propres. Parce qu'il est rempli d'acceptation, pas d'attente. 2 ans après notre rencontre, lors d'une randonnée dans le parc national olympique, j'ai demandé à Sarah de m'épouser au coucher du soleil sur la plage de Ruby. J'avais porté la bague redimensionnée de ma grand-mère dans mon sac à dos toute la journée, attendant le moment parfait. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé après avoir dit oui, les larmes aux yeux. « Ta famille pourrait compliquer les choses. »« Tu es ma famille maintenant, lui ai-je dit. Toi et qui que ce soit d'autre que nous choisissons de laisser entrer dans notre cercle. » La planification du mariage a amené la conversation inévitable sur mes parents. La famille de Sarah était ravie et a immédiatement sauté sur l'occasion pour aider aux préparatifs, mais j'avais repoussé le moment de le dire à Richard et Hélène. Ils devraient avoir la chance d'être là, a encouragé Sarah. Quoi qu'il arrive, c'est leur choix, pas le tien. Je les ai appelés un dimanche soir, me préparant à leur réaction. Ma mère a répondu avec son salut distrait habituel. Dudley, quelle surprise. Nous discutions justement des plans de remise de diplôme de l'école de médecine d'Amanda. J'ai partagé notre nouvelle de fiançailles, essayant de paraître décontracté malgré ma nervosité. Marié ? Eh bien, n'est-ce pas soudain ? A répondu ma mère après une pause. Que fait-elle déjà ? Infirmière, n'est-ce pas ? Infirmière en oncologie pédiatrique, ai-je corrigé, me sentant déjà sur la défensive. Et nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans. Eh bien, félicitations. Je suppose que ton père voudra en savoir plus sur sa famille. Quelqu'un que nous pourrions connaître. La conversation a continué sur ce ton, avec des questions sur les antécédents de Sarah qui ressemblaient plus à un processus de sélection qu'à un intérêt sincère. Quand j'ai mentionné notre date de mariage prévue dans 6 mois, ma mère a fait un bruit non engagé. Nous devrons vérifier nos calendriers. C'est notre saison de gala de charité, tu sais. Mais nous essaierons certainement de nous arranger.
Mon père a brièvement pris le téléphone pour offrir des félicitations qui sonnaient plus comme des condoléances et pour me demander si j'avais envisagé un contrat de mariage, compte tenu de vos actifs commerciaux. J'ai mis fin à l'appel, me sentant épuisé et triste, mais pas surpris. Soit ils viendront, soit ils ne viendront pas, a dit Sarah en me serrant fort dans ses bras par la suite. Quoi qu'il en soit, nous aurons une belle journée entourée de personnes qui nous célèbrent vraiment. À l'approche de la date de notre mariage, mes parents sont restés tièdes quant à leur participation. Ils ont décliné notre invitation à la fête de fiançailles organisée par les parents de Sarah, invoquant une conférence à San Diego. Ils n'ont montré aucun intérêt à rencontrer la famille de Sarah avant le mariage. Chaque interaction m'a laissé avec ce sentiment de vide familier que j'espérais avoir dépassé. Sarah, pendant ce temps, s'est lancée dans la création d'un mariage qui nous ressemblait en tant que couple. Nous avons choisi un petit lieu surplombant le Puget Sound, prévu un menu mettant en valeur la cuisine locale et sélectionné une musique qui racontait notre histoire. Ses parents sont venus plusieurs fois pour aider aux préparatifs. Sa mère et Sarah ont passé de longs week-ends à regarder des fleurs et à goûter des gâteaux. Ces moments ont mis en évidence le contraste frappant entre les approches de nos familles face aux grands événements de la vie. 2 semaines avant le mariage, j'ai fait une dernière tentative pour entrer en contact avec mes parents, en envoyant des photos du lieu et des détails sur l'hébergement. Au plaisir de vous voir tous les deux, ai-je écrit, m'accrochant toujours à l'espoir malgré tout. Le SMS est arrivé 3 jours avant notre mariage. Alors que Sarah et moi finalisions les plans de table dans notre salle à manger, mon téléphone a vibré et j'ai senti une oppression familière dans ma poitrine en voyant le nom de ma mère sur l'écran. Dudley, quelque chose est arrivé. Ton père a l'occasion de rencontrer des clients potentiels majeurs à New York ce week-end. Nous ne pourrons pas nous rendre au mariage après tout. Je suis sûr que tu comprends que c'est trop important pour le manquer. Nous enverrons un cadeau. Amour, maman. J'ai regardé l'écran, lisant le message 2 fois avant de le montrer à Sarah. Ses yeux ont brillé de colère avant de s'adoucir d'inquiétude pour moi. Je suis tellement désolé, Dudley, a-t-elle dit en me prenant la main. Ça va? La vérité, c'est que je m'y attendais. Une partie de moi savait depuis le moment où j'ai annoncé nos fiançailles que mes parents ne se présenteraient pas pour l'un des jours les plus importants de ma vie. Pourtant, la confirmation m'a piqué d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je vais bien, ai-je dit automatiquement, puis je me suis corrigé. En fait, non, je ne vais pas bien. Je suis blessé et en colère, mais je suis aussi soulagé d'une certaine manière. Au moins maintenant, nous savons. Les parents de Sarah sont arrivés le lendemain, apportant avec eux la chaleur et le soutien sans limite que j'étais venu à chérir. Quand Margaret, la mère de Sarah, a appris que mes parents ne venaient pas, elle m'a serré fort dans ses bras. C'est leur perte, a-t-elle dit simplement. Nous ne pourrions pas être plus heureux de t'accueillir dans notre famille. Le père de Sarah, Jacques, était plus direct. Fils, je ne prétends pas comprendre le choix de tes parents, mais je veux que tu saches que je suis fier de me tenir à tes côtés samedi. Si tu veux que je t'accompagne pendant le cortège, ce serait un honneur. Son offre a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Merci, ai-je réussi à dire. Cela signifierait beaucoup. La veille de notre mariage, mon meilleur ami Jason est arrivé de Boston. Nous nous étions rencontrés à la RISD et étions restés proches malgré la distance, nous parlant toutes les semaines et nous rendant visite dès que possible. Il m'a jeté un coup d'œil et a su que quelque chose n'allait pas, ils ont annulé, n'est-ce pas, a-t-il demandé alors que nous récupérions nos costumes chez le tailleur. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Prévisible, a-t-il dit en secouant la tête. Mais écoute-moi, Dudley. Demain, ce n'est pas une question de qui n'est pas là. C'est une question de qui est là. Sarah, qui t'aime exactement comme tu es, et toutes les personnes qui se sont présentées pour vous deux. Le matin de notre mariage s'est levé, clair et magnifique, rare pour Seattle en octobre. De la fenêtre de la maison de location où je me préparais avec Jason et les frères de Sarah, je pouvais voir les montagnes olympiques de l'autre côté du Sound, leur sommet brillant de neige précoce. Journée parfaite pour commencer le reste de ta vie, a dit Jason en ajustant ma cravate. Prêt? Je l'étais. Malgré les sièges vides où mes parents auraient dû être, notre cérémonie a été tout ce que nous avions espéré. Sarah a remonté l'allée avec ses 2 parents, radieuse dans une robe simple qui captait la lumière comme de l'eau. Quand Jacques m'a rejoint à l'avant avant le début du cortège, me donnant une tape de soutien sur l'épaule, j'ai ressenti l'amour d'un père qui n'avait rien à voir avec l'ADN. Nous avons écrit nos propres vœux,
promettant de nous choisir chaque jour, de créer un foyer bâti sur l'acceptation et la croissance, d'être le refuge l'un de l'autre. En prononçant les mots, j'ai réalisé que je ne m'engageais pas seulement envers Sarah, mais aussi envers un type de vie différent de celui pour lequel j'avais été élevé. À la réception, le discours du témoin de Jason a reconnu l'éléphant dans la pièce avec grâce et humour. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué quelques sièges vides aujourd'hui, a-t-il commencé. Mais ce que je vois, c'est une salle absolument pleine d'amour. Dudley, tu as toujours eu l'œil pour le design, mais ta plus grande création est la vie que tu as bâtie selon tes propres termes. Sarah, merci d'avoir vu le chef-d'œuvre en mon ami que certaines personnes ont manqué. Nous avons dansé, mangé et célébré, entourés de personnes qui avaient choisi d'être là. La famille élargie de Sarah m'a adopté instantanément, ses oncles partageant des blagues et ses tantes insistant pour que je les appelle pour des recettes. Mon petit cercle d'amis de l'université et de Seattle s'est facilement mélangé au plus grand réseau de Sarah, créant de nouvelles connexions qui enrichiraient nos vies à l'avenir. Tard dans la soirée, alors que la fête continuait, Sarah m'a trouvé prenant un moment seul sur le balcon du lieu. Pas de regret ? A-t-elle demandé en glissant son bras dans le mien. Pas quand j'ai dit honnêtement. Cette journée a été parfaite parce que tu étais là et parce que nous sommes entourés de personnes qui nous aiment authentiquement. Nous sommes partis 2 jours plus tard pour notre lune de miel à Bali, passant 2 semaines dans un monde si éloigné de notre vie quotidienne qu'il a permis une nouvelle perspective. En marchant sur des plages volcaniques et en explorant d'anciens temples, je me suis surpris à laisser aller la déception concernant l'absence de mes parents. Je pense que je me suis accroché à une version d'eux qui n'existe pas, ai-je dit à Sarah un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis notre bungalow. Les parents qui seraient fiers de moi juste pour être moi, qui choisiraient mon mariage plutôt qu'une réunion d'affaires. Ce ne sont tout simplement pas qui sont Richard et Hélène. C'est une prise de conscience douloureuse, a dit Sarah, mais aussi libératrice, n'est-ce pas? Elle avait raison. Accepter mes parents pour ce qu'ils étaient réellement, et non pour ce que j'aurais souhaité qu'ils soient, a levé un poids que j'avais porté pendant des années. Je suis revenu de notre lune de miel avec une paix et une concentration retrouvées sur l'avenir que nous construisions ensemble. 2 ans ont passé rapidement alors que Sarah et moi nous installions dans la vie conjugale. Mon agence de design a continué de croître, passant à 12 employés et déménageant dans des bureaux plus grands au centre-ville de Seattle. Nous nous sommes spécialisés dans le branding et la conception d'expériences utilisateurs pour les entreprises technologiques. Et notre réputation pour un travail innovant s'est étendue au-delà du Pacifique Nord-Ouest. Un lundi matin de février, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau avec une excitation inhabituelle. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a-t-elle dit. Blake Henderson de Neuralink. Il n'a pas de rendez-vous, mais vous pourriez vouloir lui joindre dans des bureaux plus grands au centre-ville de Seattle. Nous nous sommes spécialisés dans le branding et la conception d'expériences utilisateurs pour les entreprises technologiques. Et notre réputation pour un travail innovant s'est étendue au-delà du Pacifique Nord-Ouest. Un lundi matin de février, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau avec une excitation inhabituelle. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a-t-elle dit. Blake Henderson de Neuralink. Il n'a pas de rendez-vous, mais vous pourriez vouloir lui accorder du temps. Neuralink était une étoile montante dans le secteur de l'intelligence artificielle, connue pour ses outils révolutionnaires de traitement du langage naturel. J'avais suivi leurs progrès dans les publications technologiques, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils recherchent notre agence relativement petite. Blake, leur PDG d'une 30aine d'années aux vêtements froissés et à l'énergie intense, est allé droit au but. Nous préparons un lancement de produits majeurs et un rebranding, a-t-il expliqué. Nous avons examiné toutes les agences de design à Seattle, San Francisco et New York. Votre travail pour Cascade Tech l'année dernière nous a convaincus que vous êtes la bonne équipe. Le projet qu'il a exposé était énorme, refonte complète de la marque, refonte de l'interface, matériel marketing et présence à la conférence pour leur prochain produit phare. Le délai était serré, seulement 4 mois, mais le budget était généreux, trop généreux. Ce chiffre semble élevé, ai-je dit quand il a mentionné la rémunération. Blake a souri. Moitié en espèces, moitié en option d'achat d'actions. Nous sommes à 6 mois de l'introduction en bourse. Ces options pourraient ne rien valoir, ou elles pourraient valoir beaucoup plus que l'argent. C'est un pari, mais un que je pense que vous pourriez vouloir prendre. Après avoir consulté Sarah et mon conseiller financier, j'ai accepté les conditions. Les 4 mois suivants ont été les plus intenses de ma vie professionnelle. Notre équipe a travaillé nuit et week-end, collaborant étroitement avec les développeurs de Neuralink.
Les défis de conception étaient complexes et fascinants, poussant notre créativité à de nouveaux niveaux. Tu as l'air épuisé, mais plus heureux que je ne t'ai jamais vu, a commenté Sarah une nuit alors que je rentrais enfin vers 23 heures. Ce projet est différent, ai-je expliqué. Ce ne sont pas seulement des clients, ce sont devenus des partenaires. Ce que nous créons ensemble pourrait changer la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Le lancement de Neuralink a été un succès retentissant. Leur produit a reçu des critiques élogieuses et notre travail de design a été mis en avant dans les publications technologiques. Blake a envoyé une livraison de champagne à notre bureau avec une note. Ce n'est que le début. Surveillez vos options d'achat d'actions. Il n'exagérait pas. 7 mois plus tard, Neuralink est entré en bourse avec un cours d'ouverture 3 fois supérieur à leur estimation initiale. Du jour au lendemain, mes options d'achat d'actions valaient plus de 4 millions de dollars, avec des restrictions de vente qui se lèveraient progressivement au cours des 3 prochaines années. Quand mon conseiller financier a appelé pour confirmer les chiffres, je suis resté assis dans un silence stupéfait. Dudley, es-tu toujours là, a-t-elle demandé. Oui, ai-je réussi à dire. Je suis juste en train de digérer. On digérera vite, a-t-elle conseillé. Nous devons parler des implications fiscales et des stratégies d'investissement. C'est de l'argent qui change la vie si on le gère correctement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison à pied au lieu de prendre mon bus habituel, ayant besoin de temps pour réfléchir avant de partager la nouvelle avec Sarah. Nous vivions confortablement mais modestement. Notre hypothèque était raisonnable. Nous prenions des vacances une fois par an et, bien que nous ne nous soyons jamais souciés des factures, nous étions loin d'être riches. Ce gain financier soudain allait tout changer, ou rien, selon les choix que nous ferions. Sarah travaillait de nuit à l'hôpital, j'avais donc la maison pour moi. Je me suis assis sur notre balançoire de Porsche, la même où nous avions passé d'innombrables soirées à parler de nos journées et de nos rêves. Le quartier n'avait pas changé. Les enfants jouaient toujours dans les jardins voisins. Les voisins promenaient leurs chiens et se saluaient en passant. Notre vie ici était bonne, construite sur des valeurs et des relations plutôt que sur des possessions ou un statut. Quand Sarah est rentrée vers minuit, j'attendais avec 2 verres de vin. Occasion spéciale, a-t-elle demandé en enlevant ses chaussures. Neuralink est entré en bourse aujourd'hui, ai-je dit. Les options d'achat d'actions, elles valent 4 millions de dollars. Ses yeux se sont agrandis. Millions avec un M? J'ai hoché la tête. Waouh, a-t-elle soufflé en s'asseyant à côté de moi. Puis après un moment, ça va? Tu as l'air dépassé. Je le suis, ai-je admis. Une partie de moi a l'impression que je devrais être extatique, mais je me sens surtout étrange, comme si j'étais tombé dans la vie de quelqu'un d'autre. Sarah m'a pris la main. C'est toujours notre vie. L'argent ne change pas qui nous sommes ni ce qui compte pour nous. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu de nombreuses conversations sur la manière d'aborder cette richesse inattendue. Nous avons consulté des planificateurs financiers et des fiscalistes, mettant en place des comptes d'investissement et des fiducies. Nous avons décidé de 3 principes, la sécurité, le don et le maintien de nos valeurs. Pas d'inflation soudaine du style de vie, a insisté Sarah. Pas de manoir, pas de yacht, pas de jet privé. J'ai ri. Certainement pas de yacht, mais peut-être une folie. Cette folie est devenue la Tesla, un modèle S-Plaid que j'admirais depuis des années mais que je n'avais jamais sérieusement envisagé d'acheter. C'était extravagant à 140 000 $, mais après avoir mis de l'argent de côté pour les impôts, les investissements et les fondations caritatives, cela semblait être une célébration raisonnable du succès. Ce n'est pas seulement la voiture, ai-je expliqué à Sarah alors que nous personnalisions la commande en ligne. Elle représente tout ce pourquoi nous avons travaillé, l'innovation, la durabilité, regarder vers l'avenir plutôt que vers l'arrière. Sarah a compris. De plus, a-t-elle ajouté avec un sourire, tu es un designer. L'esthétique compte pour toi, et cette voiture est pratiquement de l'art sur roue. Nous avons gardé la plupart des détails de notre situation financière privée. Mes employés savaient que le projet Neuralink avait été un succès, mais pas l'étendue de ma manne personnelle. Nos amis ont remarqué la nouvelle voiture, mais ont supposé que l'agence de design se portait simplement bien. Nous avons fait des dons anonymes à des causes qui nous tenaient à cœur, y compris l'hôpital pour enfants où travaillait Sarah. 3 mois après l'introduction en bourse, Sarah a partagé une nouvelle qui a tout mis en perspective. Je suis enceinte, a-t-elle dit un dimanche matin, ses yeux brillants. Prévu pour novembre. Rien, ni le succès professionnel, ni la sécurité financière,
ne se comparait à la joie de ce moment. Nous nous sommes tenus l'un l'autre dans notre cuisine ensoleillée, faisant des plans et partageant des rêves pour l'avenir de notre famille. Cet enfant ne se demandera jamais s'il est assez bien, ai-je promis. Il sera aimé exactement pour ce qu'il est. Sarah a serré ma main. Avec nous comme parents, comment pourrait-il en douter? Nous avons convenu de ne pas partager largement la nouvelle de la grossesse avant le 2e trimestre. Sarah a continué à travailler ses horaires habituels et je me suis concentré sur la gestion de la liste de clients grandissante de l'agence. La vie a continué à peu près comme avant, avec la connaissance tranquille des changements à venir, ajoutant de la douceur aux jours ordinaires. C'est Sarah qui a involontairement déclenché la chaîne d'événements qui ramènerait mes parents dans nos vies. Un après-midi ensoleillé de mai, elle a pris une photo de moi en train de laver la Tesla dans notre allée. Des gouttelettes d'eau captant la lumière sur sa surface bleue et élégante. Mon beau mari avec son bébé, a-t-elle légendé avec taquinerie sur Facebook, me taguant. Aucun de nous n'a beaucoup réfléchi à la publication. Sarah partageait rarement sur les réseaux sociaux et mes propres comptes étaient principalement professionnels. Nous n'avions aucune idée de la tempête que cette simple photo créerait. La publication de Sarah sur Facebook n'avait rien d'extraordinaire, juste un moment de week-end décontracté entre un mari et une femme. Sur la photo, je souriais par-dessus mon épaule à l'appareil photo, un tuyau d'arrosage à la main, la Tesla brillant dans notre allée. L'éclairage était parfait, captant les lignes distinctives de la voiture et faisant scintiller les gouttelettes d'eau comme des diamants. Mon beau mari avec son bébé. Ambiance de week-end, avait écrit Sarah en ajoutant un emoji cœur. Nos amis ont répondu par des taquineries bon enfant et des commentaires admiratifs sur la voiture. Les collègues de Sarah de l'hôpital ont plaisanté sur le fait qu'elle devenait une fan de Tesla. Mes employés ont ajouté des commentaires enjoués sur le patron qui dépensait enfin une partie de son argent durement gagné. C'était une interaction légère et sans conséquence sur les réseaux sociaux. Puis la publication a commencé à se propager au-delà de notre cercle immédiat. Une amie de Sarah l'a partagée dans un groupe d'enthousiastes de Tesla auquel elle appartenait, appréciant la qualité photographique plus que toute autre chose. De là, elle a gagné en popularité parmi les amateurs de véhicules électriques, recueillant finalement des centaines de « j'aime » et de commentaires d'étrangers admirant la voiture. As-tu vu que ta photo est devenue mini-virale dans les cercles Tesla, a mentionné mon directeur de la création lors de notre réunion du lundi matin. Sarah a un bon œil pour la composition. Je n'avais pas remarqué. Je vérifiais rarement les réseaux sociaux en dehors de la maintenance des profils de notre entreprise. C'est drôle, ai-je dit, en me faisant une note mentale de regarder plus tard. Ce soir-là, à la maison, Sarah et moi avons fait défiler l'attention inattendue que sa photo décontractée avait reçue. Regarde tous ces commentaires de gens de Tesla, a-t-elle ri. Tu es leur nouvelle égérie. Génial, ai-je grogné de bonne humeur. C'est tout ce dont j'ai besoin. Des étrangers qui analysent ma technique de lavage de voiture. Nous n'y avons plus pensé jusqu'à ce que mon téléphone sonne à 21h30 ce soir-là. J'étais dans mon bureau à la maison en train d'examiner des propositions de design tandis que Sarah lisait un roman dans notre chambre. Voir le nom de ma mère sur l'identifiant de l'appelant m'a fait faire une pause. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 6 mois, depuis un bref et gênant appel de Noël. Allô, ai-je répondu avec prudence. Dudley, la voix de ma mère avait cette chaleur artificielle que je connaissais bien. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ça fait trop longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Est-ce que tout va bien? Tu n'appelles généralement pas en semaine. Elle a ri légèrement. Une mère ne peut-elle pas prendre des nouvelles de son fils sans raison? Cependant, j'ai vu quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Margaret Wilson. Tu te souviens d'elle, du club? Sa fille est amie avec ta Sarah sur ce truc Facebook. Elle m'a montré une photo de toi avec une voiture qui a l'air assez chère. Ma garde s'est immédiatement levée. Oui, nous avons acheté une Tesla il y a quelques mois. Une Tesla, a-t-elle répété comme pour tester le mot. C'est assez coûteux, n'est-ce pas? Ton père a mentionné qu'elle coûte bien plus de 100 000 $ pour les modèles haut de gamme. La Plaid coûte 140 000, ai-je dit, délibérément décontracté. C'est une folie, mais nous nous en sortons bien. Il y a eu une pause avant qu'elle ne continue, sa voix passant à un ton plus direct. Dudley, où as-tu trouvé ce genre d'argent exactement? Ton père et moi étions inquiets. Ta petite entreprise de design ne pourrait pas générer ce niveau de revenus. Y a-t-il quelque chose que tu ne nous as pas dit?
L'implication était claire et insultante. Ma petite entreprise de design est une agence prospère avec de grands clients technologiques, ai-je répondu, en gardant ma voix calme malgré la colère montante. Et oui, elle peut absolument générer ce niveau de revenu. Eh bien, a-t-elle dit clairement, ne me croyant pas, ton père s'est demandé si tu n'avais peut-être pas reçu un héritage dont nous devrions être au courant, de ta grand-mère, peut-être. Non, maman. Pas d'héritage, pas de gain à la loterie, pas d'activités illégales, si c'est ta prochaine question. Juste du travail acharné et un bon investissement. Une autre pause. Investissement? Quel investissement? J'ai réalisé que j'en avais dit plus que prévu et j'ai fait marche arrière. Juste des décisions commerciales qui ont porté leurs fruits. Écoute, y avait-il quelque chose de spécifique dont tu avais besoin ce soir? Son ton a de nouveau changé, devenant vivement efficace. Oui, en fait. Ton père et moi aimerions avoir une réunion de famille demain soir à 18h à la maison. Amanda sera là aussi. Une réunion de famille sur quoi? Pour rattraper le temps perdu, bien sûr. Ça fait bien trop longtemps qu'on ne s'est pas tous vus. Et peut-être que tu pourrais amener Sarah. On la connaît à peine, après tout. L'intérêt soudain pour rencontrer ma femme de près de 3 ans était aussi transparent qu'exaspérant. Maman, nous vivons à Seattle. On ne peut pas juste passer pour dîner avec un jour de préavis. Oh, j'ai supposé d'après la photo que vous étiez en visite à Chicago. Eh bien, quand vous serez de passage en ville, alors. Mais faites-nous savoir bientôt quand cela pourrait être. Ton père est assez impatient de renouer le contact. J'ai mis fin à l'appel peu après, mon esprit s'emballant. Quand j'ai rejoint Sarah dans notre chambre, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a mis son livre de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué l'appel, regardant son expression passer de la surprise à la compréhension, puis à l'indignation. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Ils n'ont pas pris la peine d'assister à notre mariage ou de me rencontrer pendant 3 ans, mais maintenant qu'ils pensent que tu as de l'argent, ils organisent des réunions de famille. C'est à peu près ça, ai-je confirmé. Ma mère a même suggéré qu'on prenne l'avion pour Chicago demain pour dîner. Sarah a secoué la tête avec incrédulité. Qu'est-ce que tu penses? Je me suis assis à côté d'elle sur notre lit, mes pensées se cristallisant à mesure que je parlais. Je pense qu'il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête avec eux en personne. Pas demain, mais peut-être le mois prochain, selon nos conditions. Tu es sûr, a demandé Sarah, l'inquiétude dans les yeux. Tu sais qu'ils essaieront de manipuler la situation. J'en suis sûr, ai-je dit, me sentant plus certain à mesure que l'idée prenait forme. Ils ont passé toute ma vie à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Maintenant, ils s'intéressent soudainement parce qu'ils pensent que j'ai quelque chose qu'ils veulent. Je dois aborder cela directement. Pas pour me venger, mais pour tourner la page. Sarah m'a pris la main. Quelle que soit ta décision, je suis avec toi. Mais qu'est-ce que tu prévois exactement? Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés tard, développant ce que Sarah a appelé en plaisantant, opération valeur familiale. Il ne s'agissait pas de punir mes parents ou d'étaler ma réussite. Il s'agissait d'établir des limites, de dire des vérités qui n'avaient pas été dites depuis des décennies, et peut-être, si possible, de jeter les bases d'une relation plus saine à l'avenir. Le lendemain matin, j'ai rappelé ma mère. On a vérifié notre calendrier, ai-je dit. Sarah et moi pouvons prendre l'avion dans 3 semaines, le samedi. Est-ce que ça irait pour un dîner de famille? Son enthousiasme a été immédiat et révélateur. Absolument. Je le dis tout de suite à ton père. Il sera ravi. Et à Amanda aussi, bien sûr. Génial, ai-je répondu. Et maman, Sarah est enceinte. On ne prévoyait pas de l'annoncer tout de suite, mais comme on va voir tout le monde, je voulais que tu le saches. La nouvelle de leur petit enfant à naître aurait dû être le point culminant de la conversation. Au lieu de cela, après de brèves félicitations, ma mère est revenue à des questions sur nos plans de voyage et sur le fait de savoir si nous séjournerions dans un hôtel ou avec eux. Un hôtel, ai-je dit fermement. Nous apprécions notre espace. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un email à mon assistante de voyage pour réserver les vols et l'hébergement. Puis j'ai appelé Jason. Tu te souviens quand on a parlé à mon mariage de la conversation que je devrais éventuellement avoir avec mes parents, ai-je demandé quand il a répondu. C'est le moment. J'ai besoin de ton aide pour réfléchir exactement à ce que je veux dire.
Au cours des 3 semaines suivantes, Sarah et moi nous sommes préparés avec soin pour le voyage à Chicago. Nous avons discuté de tous les scénarios et réactions possibles. J'ai rédigé et réécrit ce que je voulais communiquer avec les contributions de Sarah et de mon thérapeute, que je voyais depuis peu de temps après notre mariage. Le but n'est pas de leur faire du mal, m'a rappelé mon thérapeute lors de notre séance avant le voyage. C'est d'être honnête sur votre expérience et d'établir des limites saines à l'avenir. La nuit avant notre vol, Sarah m'a serré fort dans ses bras au lit. Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que tu as une vraie famille maintenant. Moi, ce bébé, nos amis qui nous aiment authentiquement. Rien de ce que tes parents disent ou font ne peut changer ça. Avec ces paroles dans mon cœur, je me sentais prêt à affronter tout ce qui nous attendait à Chicago. Le vol de Seattle à Chicago m'a donné le temps de réfléchir au voyage qui m'avait amené à ce moment. Alors que le paysage en contrebas passait des montagnes aux plaines, j'ai revu mes notes une dernière fois, puis j'ai fermé mon carnet et je me suis tourné vers Sarah. Prêt pour la performance d'une vie ? Ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Elle a serré ma main. Sois juste toi-même. Ça a toujours été suffisant. Nous nous sommes enregistrés dans notre hôtel du centre-ville avant de prendre une voiture de location pour Highland Park. Les rues familières de mon quartier d'enfance me semblaient plus petites, d'une manière ou d'une autre. Les maisons impressionnantes, moins intimidantes que dans mes souvenirs. En arrivant dans l'allée circulaire de mes parents, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé la vérité que Sarah m'avait aidé à comprendre, leur approbation n'avait jamais été la mesure de ma valeur. Ma mère a ouvert la porte avant que nous ne l'atteignions, habillée impeccablement, comme toujours, d'un pull en cachemire et de perles. Son sourire était large, mais n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Dudley et Sarah. Quel plaisir de vous voir tous les deux, s'est-elle exclamée, me faisant la bise et donnant à Sarah une brève et maladroite accolade. Entrez. Entrez. Tout le monde est dans le salon. La maison était exactement comme je m'en souvenais, décorée avec goût, impeccablement propre et dépourvue de toute réelle personnalité. Les photos de famille sur la cheminée avaient été mises à jour pour inclure la remise de diplôme de l'école de médecine d'Amanda, mais il n'y avait aucune photo de mon mariage ou de ma vie d'adulte. Mon père et ma sœur se sont levés à notre entrée dans le salon. Papa m'a serré la main fermement et a fait un signe de tête à Sarah. La fameuse Sarah, a-t-il dit avec un sourire qui semblait répéter. Nous avons tellement entendu parler de vous. C'était un mensonge flagrant. Il n'avait montré aucun intérêt à entendre parler d'elle pendant 3 ans. Mais Sarah a joué le jeu avec grâce. Que de bonnes choses, j'espère, a-t-elle répondu avec un sourire chaleureux. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin tous les deux. Amanda m'a fait un câlin sincère et a murmuré, tu m'as manqué, frangin, avant de saluer Sarah avec un intérêt amical. De toute ma famille, ma sœur avait fait le plus d'efforts pour maintenir notre relation, appelant occasionnellement et envoyant des cartes d'anniversaire. À boire, a offert ma mère, se dirigeant déjà vers le chariot-bar. Dudley, ton scotch habituel. Et Sarah, que voudrais-tu? Du vin, un cocktail? Juste de l'eau pour moi, merci, a dit subtilement Sarah en touchant son ventre. Les yeux de ma mère ont suivi le geste et son sourire s'est éclairci. Oh oui, Dudley a mentionné votre nouvelle. Un bébé, c'est merveilleux. C'est pour quand? Novembre, a répondu Sarah en acceptant le verre d'eau. Nous sommes très excités. Novembre, a répété ma mère. Un timing parfait pour les photos de vacances. Avez-vous pensé à des prénoms? Les prénoms de famille sont toujours si significatifs. La conversation de salon a continué pendant les boissons et le dîner, soigneusement orchestrée par mes parents pour maintenir une illusion de relation familiale normale. Ils ont posé des questions superficielles sur Seattle et la carrière d'infirmière de Sarah, ne partageant rien de substantiel sur leur propre vie au-delà des réalisations professionnelles et des engagements sociaux. Ce n'est qu'au moment du dessert que mon père s'est raclé la gorge de manière significative. Alors, Dudley, a-t-il commencé en posant sa fourchette. C'est une sacrée voiture que tu t'es offerte. Une Tesla Plaid, n'est-ce pas? Le haut de gamme. Et voilà. Le véritable but de cette réunion. Oui, ai-je répondu simplement. C'est une super voiture. Ça a dû te coûter cher, a-t-il continué. 140 000, 150 000. 140 000, ai-je confirmé. Il a hoché la tête avec approbation. Impressionnant. Très impressionnant. Ton entreprise de design doit remarquablement bien marcher. C'est le cas,
ai-je acquiescé. Nous avons bâti une solide réputation dans le secteur de la technologie. Ma mère est intervenue, sa voix désinvolte, mais ses yeux intenses. Dudley a toujours été si créatif. Nous avons toujours su qu'il trouverait le succès un jour, n'est-ce pas, Richard? Mon père a hoché la tête. Bien sûr. Bien que j'admette que j'avais mes doutes sur la voie de l'école d'art. Clairement, j'avais tort. L'aveu aurait dû être valorisant, mais l'insincérité transparente le rendait creux. Il ne reconnaissait pas mon chemin. Il recalculait ma valeur en fonction du succès financier perçu. En fait, a poursuivi ma mère, ton père et moi avons discuté des investissements familiaux récemment. Avec Amanda qui termine sa résidence et toi qui réussis clairement, nous avons pensé qu'il serait bien de mettre certaines ressources en commun, peut-être une propriété de vacances familiale, quelque chose dont nous pourrions tous profiter. J'ai échangé un regard avec Sarah, qui m'a fait un signe de tête presque imperceptible. C'était le moment. Avant de discuter d'investissement, ai-je dit avec précaution, j'aimerais clarifier quelque chose. Mon succès n'est pas finalement. Il s'est construit de manière stable pendant des années, pendant lesquelles vous avez montré très peu d'intérêt. Le sourire de ma mère s'est figé. Ce n'est pas vrai, Dudley. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment, ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Vous n'avez pas assisté à mon mariage. Vous n'avez jamais visité ma maison ou mon bureau à Seattle. Vous n'avez fait aucun effort pour connaître ma femme jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé? La question est restée en suspens. Amanda a baissé les yeux sur son assiette, mal à l'aise mais pas surprise. Mon père s'est redressé, son expression se durcissant. Si tu insinues quelque chose, dis-le, a-t-il défié. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Vous et maman m'avez approuvé conditionnellement toute ma vie en fonction de si je répondais à votre définition spécifique du succès. Quand j'ai choisi l'école d'art plutôt que l'école de commerce, vous avez réduit le soutien financier. Quand j'ai bâti ma carrière dans le design plutôt que dans le droit ou la finance, vous l'avez traité comme un passe-temps. Quand j'ai épousé Sarah, vous n'avez pas pris la peine d'assister. Mais maintenant que vous avez vu des preuves de succès financier, vous vous intéressez soudainement aux investissements familiaux. Le visage de ma mère a rougi. C'est injuste, Dudley. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce que vous pensiez être le mieux pour moi, ai-je corrigé doucement. Pas ce qui me rendait réellement heureux ou épanoui. On t'a tout donné, a interjeté mon père, la colère pointant dans sa voix. Des écoles privées, des opportunités, des relations. Si on t'a poussé, c'était pour t'aider à réussir. Et j'ai réussi, ai-je répondu. Juste pas de la manière que vous avez prescrite. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Le succès n'est pas une définition unique. C'est différent pour chacun. J'ai pris la main de Sarah avant de continuer. La Tesla qui vous impressionne tant. Elle représente moins de 4% de notre valeur nette. Oui, j'ai bien réussi financièrement. Un de mes clients est entré en bourse et mes options d'achat d'actions étaient importantes. Mais ce n'est pas pour ça que je me considère comme ayant réussi. Mes parents ont échangé des regards surpris à la mention de ma valeur nette, mais j'ai continué. Je réussis parce que j'ai bâti une vie basée sur l'authenticité et des liens significatifs. J'ai une carrière qui me passionne. Un mariage bâti sur le respect mutuel et l'amour, et des amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. C'est ça, le vrai succès, et c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La pièce est tombée dans le silence. Mon père avait l'air de calculer des chiffres dans sa tête tandis que ma mère semblait prise entre l'indignation et la recalibration. J'ai apporté quelque chose pour vous, ai-je continué en fouillant dans la poche de ma veste. J'ai sorti une enveloppe et je l'ai posée sur la table. C'est la surprise que j'ai prévue. Ma mère l'a prise avec empressement, mais j'ai gardé ma main sur l'enveloppe. Ce n'est pas ce que vous pensez, ai-je prévenu. Ce sont les documents d'un fonds en fiducie que j'ai créé pour mon enfant, votre petit enfant. Il est structuré dans un but précis, fournir des opportunités éducatives et de la sécurité tout en garantissant que l'argent ne devienne jamais une mesure de la valeur dans leur vie. Il y a une lettre expliquant les valeurs qui guideront l'utilisation de ces fonds, soulignant que la valeur d'une personne vient de son caractère, pas de sa richesse ou de son statut. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Vous êtes inscrit comme bénéficiaire subsidiaire, ce qui signifie que vous n'aurez aucun contrôle sur les fonds, mais que vous recevrez des relevés.
Je voulais que vous voyiez cela parce que cela représente la façon dont j'ai l'intention de briser le cycle, d'élever un enfant qui ne se demandera jamais s'il est assez bien. Ma mère a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, parcourant les documents à l'intérieur. Mon père s'est penché pour regarder, son expression illisible. Il y a autre chose que je veux partager, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Sarah et moi avons créé une bourse à la RISD pour les étudiants issus de familles qui ne soutiennent pas leurs activités artistiques. Elle fournit non seulement les frais de scolarité, mais aussi un mentorat et un soutien émotionnel. Elle porte le nom du professeur Jackson, l'enseignant qui a cru en moi quand vous ne le faisiez pas. Amanda a levé les yeux à ce moment-là, ses yeux rencontrant les miens avec une nouvelle compréhension. Ma sœur s'était toujours conformée au moule de nos parents plus naturellement que moi, mais je soupçonnais qu'elle avait ses propres histoires d'acceptation conditionnelle. Nous ne sommes pas venus ici pour vous faire honte ou pour nous venger, ai-je continué, les incluant tous dans mon regard. Nous sommes venus parce que des relations saines exigent de l'honnêteté. J'aimerais avoir une relation avec vous tous, mais elle doit être basée sur qui nous sommes réellement, pas sur qui vous souhaitez que nous soyons ou sur ce que vous pensez que nous pouvons fournir. Sarah a serré ma main en signe de soutien alors que je concluais. Notre enfant mérite de connaître ses grands-parents, mais il mérite des grands-parents qui l'apprécient inconditionnellement, qui le voient comme plus qu'une extension du succès ou du statut. La question est de savoir si vous êtes intéressé à être ses grands-parents. Le silence qui a suivi m'a semblé énorme. Mon père a été le premier à parler, sa voix manquant de son autorité habituelle. Tu y as clairement beaucoup réfléchi, a-t-il dit lentement. Et peut-être. Peut-être que ta mère et moi avons une réflexion à faire. Ce n'était pas une excuse ni même une reconnaissance directe, mais de la part de mon père, c'était sans précédent. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec sa serviette. Dudley, le premier. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir insuffisant. On t'a poussé parce qu'on voulait ta sécurité. Je sais, ai-je dit doucement. Mais il y a plusieurs types de sécurité. La sécurité financière sans la sécurité émotionnelle n'est pas suffisante. Amanda m'a surpris en prenant la parole. Il a raison, a-t-elle dit doucement. On s'est toujours tellement concentré sur la réussite et l'apparence. Peut-être qu'il est temps qu'on apprenne aussi à valoriser les liens. On n'a pas tout résolu ce soir-là. Des décennies de schémas ne changent pas en une seule conversation. Mais alors que Sarah et moi nous préparions à partir, il y avait un changement subtil dans l'air entre nous tous. Ma mère m'a serré dans ses bras au revoir. Un vrai câlin cette fois, pas le geste formel qu'elle m'avait fait à mon arrivée. Enverras-tu des photos de l'échographie quand tu les auras, a-t-elle demandé à Sarah. Bien sûr, a répondu Sarah. Et peut-être que vous pourriez nous rendre visite à Seattle avant l'arrivée du bébé. Voir notre maison, mon hôpital, le bureau de Dudley. L'invitation est restée en suspens, un pont tendu. Après un moment d'hésitation, ma mère a hoché la tête. J'aimerais ça. Nous aimerions tous les deux. En retournant à notre hôtel, Sarah a posé sa tête sur mon épaule. Tu l'as fait, a-t-elle dit doucement. Tu as dit ta vérité. On l'a fait, ai-je corrigé. Je n'aurais pas pu trouver cette vérité sans que tu me montres à quoi ressemble une vraie famille. Le lendemain matin, alors que nous embarquions sur notre vol de retour à Seattle, j'ai reçu un SMS d'Amanda. Fier de toi. Ils réfléchissent vraiment à ce que tu as dit. On se parle bientôt. C'était une petite chose, mais j'ai eu l'impression que c'était le début de quelque chose de nouveau. 6 mois plus tard, mes parents ont rendu visite à Seattle. La réunion était parfois gênante, parfois tendue, mais fondamentalement différente de nos interactions précédentes. Ils ont visité les bureaux de mon agence, visiblement impressionnés par le travail exposé et le respect que mon équipe me témoignait. Ils ont passé du temps avec la famille de Sarah, qui était venue de l'Oregon pour une fête prénatale. Plus important encore, ils ont plus écouté qu'ils n'ont parlé, observant la vie que nous avions construite avec de nouveaux yeux. À l'approche de la date d'accouchement de Sarah, ma mère appelait toutes les semaines, son intérêt pour son petit enfant semblant sincère plutôt que performatif. Mon père a envoyé des livres sur l'histoire et l'architecture de Seattle, une reconnaissance subtile de l'importance de ma ville d'adoption dans ma vie. Notre fille est née un matin pluvieux de novembre, en bonne santé et parfaite, avec les yeux de Sarah et mon menton. Nous l'avons appelée Lily Grace, un nom sans lien familial, mais plein de la beauté et de l'espoir qu'elle représentait pour nous. Quand mes parents sont arrivés pour la rencontrer, quelque chose avait changé en eux. Mon père l'a tenue avec une maladresse tendre,
sa confiance habituelle remplacée par de l'émerveillement. Ma mère a aidé Sarah avec les tétés de minuit, partageant des histoires de ma propre enfance avec une chaleur retrouvée. Elle est magnifique, a murmuré ma mère un soir alors que nous regardions Lily dormir. Et la famille que vous avez créée aussi, Dudley. Ce n'était pas une excuse directe pour le passé, mais c'était une reconnaissance du présent, et c'était un point de départ. Notre relation continue d'évoluer. Il y a encore des moments de tension lorsque de vieux schémas émergent, mais il y a aussi de nouvelles connexions qui se forment. Mes parents apprennent lentement que l'amour ne se mesure pas à la réussite ou au statut, mais à la présence et à l'acceptation. Et j'apprends que le pardon n'exige pas l'oubli. Il exige d'avancer avec des yeux clairs et des cœurs ouverts, créant de nouvelles histoires qui honorent la vérité tout en permettant la croissance. La Tesla est toujours dans notre allée, une belle machine qui a involontairement catalysé une conversation attendue depuis longtemps. Mais le vrai luxe dans ma vie n'a rien à voir avec son prix. Ce sont les liens authentiques qui remplissent notre maison, avec Sarah, avec Lily, avec des amis qui sont devenus une famille, et peut-être, avec le temps, avec les parents qui apprennent enfin à me voir tel que je suis. Si vous êtes resté avec moi à travers cette histoire, peut-être avez-vous reconnu des parties de votre propre dynamique familiale. Avez-vous déjà eu à établir des limites avec des êtres chers qui ne pouvaient pas voir votre vraie valeur, ou vous êtes-vous retrouvé